Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne, et ici, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés, aux parcours différents, qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport, ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants, faits pour vous inspirer. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler d'un projet que j'ai lancé en parallèle du podcast et qui pourrait vous intéresser. Je suis passionnée de sport, mais également, et vous le ressentez peut-être dans certains épisodes du podcast, par tout ce qui a trait au changement de vie. Comme je l'expliquais dans l'épisode 8, je suis moi-même actuellement dans un processus de reconversion pour devenir coach sportif après une petite carrière dans les RH. J'ai lancé un blog début septembre où je partage mon histoire et les outils qui m'ont permis d'oser passer à l'action. C'est Chronique d'un changement de vie. Et depuis une semaine, j'ai lancé un format podcast de ce blog où je donne la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et qui ont fait les choix nécessaires pour ne plus la subir et au contraire la vivre pleinement. Ça s'appelle Chronique d'un changement de vie, le podcast. Aujourd'hui, il y a déjà un épisode en ligne. Je vous mets les liens en description. N'hésitez pas à aller l'écouter et n'hésitez pas à me faire un retour. Pour en revenir à l'épisode du jour, qui s'inscrit d'ailleurs une nouvelle fois dans ces deux aspects, pratique sportive et nouvelle vie, notamment reconversion, on parle yoga. Alors depuis le début du podcast, je réfléchis à donner la parole à quelqu'un qui pratique ce sport, car oui, c'est bien un sport, que je pratique pour ma part très peu, mais qui m'intéresse beaucoup. Alors effectivement, depuis quelques années, il est en plein essor, on en entend beaucoup parler, beaucoup de studios voient le jour, de sites internet. Et outre la pratique en tant que telle, autour du yoga gravitent énormément de choses qui en font vraiment une discipline à part entière, voire même un mode de vie, ce qui m'interpelle et que j'avais envie de creuser ici dans le podcast. Pour ça, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Sephora, que je suis sur les réseaux sociaux depuis plus d'1 an via son compte Instagram Instinct Yoga, et qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Ancienne consultante en innovation, Sephora s'est découvert une passion pour le yoga lorsqu'elle débute sa pratique en studio il y a environ 5 ans. Elle s'y met initialement pour soulager ses problèmes de dos, mais assez rapidement c'est chose faite, avec en prime une meilleure posture, une meilleure proprioception, mais également des bénéfices psychologiques. Au-delà de ça, l'univers du yoga étant tellement vaste, une fois le nez dedans, elle s'intéresse à tout ce qui gravite autour. Médecine traditionnelle, naturopathie, comment mieux prendre soin de soi, spiritualité également. Des sujets auxquels ses scientifiques de formation étaient déjà ouvertes, mais qu'elle a approfondis avec sa pratique. Alors on débute d'ailleurs l'épisode par parler de ces sujets-là. Donc ne vous étonnez pas, au tout début on parle pas vraiment yoga, mais plutôt d'ésotérisme, d'ouverture d'esprit, de curiosité, des sujets qui m'intéressent pas mal en ce moment et que j'avais envie de creuser avec elle. On parle donc ensuite de son histoire, de sa rencontre avec le yoga comme je l'évoquais tout à l'heure, et des quelques changements qu'elle a ensuite effectués dans sa vie, que ce soit sur le plan personnel, mais également professionnel. Désormais professeure de yoga entre autres, elle nous montre aussi l'envers du décor de ce qu'on pourrait considérer être un job de rêve, mais dont le quotidien n'est pas si simple que ça. Enfin, j'ai voulu la questionner sur la pratique du yoga et notamment pour débutants, quand on n'est pas souple, ce qui est souvent un sujet lorsque l'on s'intéresse à cette pratique. Et cette réflexion, cette discussion nous a amené à parler des réseaux sociaux et principalement d'Instagram, le réseau social qui aujourd'hui diffuse une image assez restreinte de ce qu'est le yoga, avec des postures particulièrement impressionnantes et qui peuvent du coup contribuer à le rendre d'apparence inaccessible à ceux qui en auraient pourtant le plus besoin. Bref, un échange passionnant qui mêle à la fois témoignages, explications et réflexions sur un certain nombre de sujets. Alors j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que je n'ai pris de plaisir à l'enregistrer et je vous souhaite tout de suite une très bonne écoute. Bonjour Sephora. Bonjour Rosanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Sur ton site internet, tu te présentes en 4 alinéas. Tu dis que tu es professeure de yoga, consultante en entreprise, créatrice passionnée, idéaliste lucide. C'est tout moi. Tant mieux, ça fait pas mal de sujets qui vont permettre justement d'aborder un certain nombre de choses. Tu t'intéresses à beaucoup de choses, donc au yoga notamment, mais également à la médecine chinoise, l'astrologie, la lithothérapie, l'influence de la lune, la naturopathie, énormément de choses. Est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie ? Alors non, ça n'a pas toujours fait partie de ma vie, d'abord parce qu'avant, je pense que j'étais simplement trop petite pour avoir conscience que tout ça existait. J'ai jamais été déjà quelqu'un de sportif à la base, donc le yoga, clairement, ça n'en faisait pas partie. T'as quel âge juste pour... Là, j'ai 32 ans. Ok. Le sport était ma hantise et j'avais plus tendance à espérer que les cours soient annulés plutôt qu'à y aller. Lorsqu'on m'a mise à la natation, ça a été une torture et j'ai toujours profondément détesté le sport. Donc déjà, c'est sûr que sur la partie yoga, il y avait rien qui me conduisait à ça. Sur les autres sujets, c'est vraiment venu petit à petit. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui était à la fois donc très rationnelle, très sciences dures, physique, voilà, des études scientifiques.
Des parents qui, en tout cas mon père qui guidait mon éducation et qui lui-même était plutôt très très cartésien et qui me dirigeait vers un état d'esprit très rationnel, très critique, ce que je considère aujourd'hui être une aussi de mes grandes forces et dont je suis ravie. Mais il y a eu aussi pas mal d'ouverture, alors plutôt sur des sujets d'art et de culture générale, assez peu sur des sujets ésotériques, mais j'ai gardé cette envie ou ce sentiment assez insatiable de curiosité constante, même si c'est pas ce vers quoi on m'avait guidée à la base, c'est venu assez naturellement. Après, j'ai toujours été aussi quelqu'un qui aimait beaucoup lire, j'ai toujours été une grande lectrice, c'était un gros sujet de discorde parce que dès que mes parents m'achetaient un livre, on n'était pas rentré à la maison, que je l'avais déjà lu dans la voiture, donc c'était hyper compliqué. Je pense que c'était un peu la ruine et que ça s'entassait dans tous les coins. Mais l'avantage aussi, c'est que j'ai toujours eu un imaginaire finalement très développé. Et ce que je trouve intéressant avec les livres, c'est que même si on le voit souvent comme quelque chose d'intellectuel, finalement c'est pas tant dans le mental que ça se passe quand on est sur des romans, mais c'est aussi beaucoup dans le cœur et beaucoup dans les ressentis et beaucoup dans la visualisation, les images, donc une créativité en fait qui vraiment peut être nourrie par toutes sortes de lectures. Et moi j'ai particulièrement adoré toutes les histoires d'heroic fantasy, de science-fiction, de magie, donc je pense aussi que ça a un rapport direct avec les sujets qui peuvent m'intéresser maintenant. Tu parlais de lithothérapie, d'influence de la lune, etc. Mon état d'esprit, c'est simplement que quand quelque chose soit m'est inconfortable, soit simplement n'évoque rien en moi, que je le connais pas, ou que je vois des choses qui me semblent un petit peu bizarres, ou j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui font un peu presque abus de pouvoir sur certains de ces sujets ésotériques ou qui peuvent manipuler d'autres personnes, ça attire mon attention et j'ai envie d'en savoir plus. Donc je suis du coup experte dans aucun de ces domaines, mais je m'intéresse à tous. Et plus largement, je m'intéresse à tout ce qui est exploration de soi, ce qu'on peut appeler le développement personnel, même si je considère que on évolue, qu'on n'est pas forcément dans un développement au sens strict du terme, mais aussi beaucoup dans un retour à soi, plutôt dans la déconstruction de toutes les couches sociales et familiales et sociétales qu'on nous met dessus, et que c'est ça en fait notre principal boulot, c'est de défaire toutes ces couches-là et toutes ces constructions et de revenir vraiment vers soi. Et je considère en fait tous les outils que je comprends pas très bien, qui peuvent paraître un petit peu fumeux, comme des outils en fait, des outils. Quand on tire des cartes, je considère pas que c'est un message du destin, que mon destin est écrit. Je considère juste que mon subconscient va me souffler des mots-clés qui correspondent à des problématiques sur lesquelles, pourquoi pas, je peux attirer mon attention, sur lesquelles travailler. Quand je travaille avec de la lithothérapie, ça peut être déjà... Je vais pas travailler avec de la lithothérapie au sens propre, mais je vais travailler avec des cristaux, si je le fais, sans volonté thérapeutique du tout. Et je vais soit l'utiliser en support de méditation, soit me laisser inspirer par une couleur, ou observer des ressentis suivant telle ou telle pierre. J'ai aucune conviction, aucune croyance qu'il y a des énergies particulières autour des cristaux par exemple, ou qu'elles peuvent me permettre de soigner. C'est des choses auxquelles je ne crois pas particulièrement. Je ne nie pas que ça puisse exister. En fait, tout simplement, puisque je l'ai pas expérimenté, je veux pas nier que ça puisse exister chez les autres. Peut-être qu'il y a des personnes qui, tout simplement, ressentent vraiment des trucs extraordinaires, et ce qui n'est pas mon cas, ont une sensibilité à certaines énergies que je connais pas. Je pense pas qu'on puisse être une fan de Star Wars et pas croire en la force, et donc je pense que forcément des choses existent qu'on ne maîtrise peut-être pas soi-même. Je sais que par rapport à d'autres scientifiques que j'ai côtoyés, parce que j'ai une formation scientifique, d'autres personnes étaient vraiment d'un point de vue opposé au mien, c'est-à-dire que ce qui ne peut pas être vu n'est pas possible. Moi je considère l'inverse, je considère que tant qu'on n'a pas la certitude que c'est pas vrai, tout est possible, et j'aime cette façon de voir en fait, parce que ça me renouvelle perpétuellement une curiosité constante et une ouverture d'esprit. C'est ça. Ouais. Et c'est vraiment très important pour moi, et au fur et à mesure des années, en grandissant, en évoluant, j'ai une tendance à vraiment écarter, laisser sur le côté de mon chemin les personnes qui n'ont pas cette ouverture d'esprit. Parce que on a trop vite fait sinon de se retrouver enfermé dans des étiquettes et dans des cases, et j'aime pas ça. Et j'aime aussi le côté empathique et le fait de pouvoir se mettre à la place des autres et de pouvoir essayer de voir avec leur vision et leurs yeux.
Et je pense que si on veut tous un peu la paix dans le monde et qu'on n'est pas en mesure de se mettre à la place des autres, ça s'annonce mal. Donc voilà, je préfère me délester en fait de ces présences parfois un peu trop catégoriques, un peu trop pesantes, et m'intéresser à des nouvelles choses. Tout en gardant les pieds sur terre. Je crois que c'est très important. Le domaine de l'ésotérisme et de la spiritualité, il s'est répandu vraiment comme une traînée de poudre, il a pris beaucoup de dérives, je pense. Je le regrette un peu mais en même temps, ça me semble tellement naturel. En fait, c'est une période où les gens sont aussi beaucoup perdus, se cherchent beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements très importants, très profonds, sociétaux. Il y a beaucoup de prise de conscience et il y a beaucoup de difficultés à trouver sa place. Il y a beaucoup de personnes en quête d'eux-mêmes. En quête de réponse, en quête de sens, en quête de guérison personnelle, des gens qui soit ont subi des traumas, soit côtoient ou ont dans leurs proches des gens qui ont souffert ou qui souffrent, et qui cherchent des réponses à ce qu'ils vivent et qui cherchent du sens. Et ça peut amener à s'intéresser à des choses et à justement travailler plus avec des outils, comme ce que j'ai tendance à faire, mais malheureusement, ça laisse aussi une grande place à des personnes qui abusent consciemment ou inconsciemment de la fragilité des autres. Qui ont vu qu'il y avait un business à faire dans le développement personnel, dans toutes ces choses-là. Ouais, le développement personnel, ça a vraiment explosé. C'est très difficile de faire la part des choses entre ce qui est... c'est assez vite fait, en fait, de coller justement cette... de plus savoir faire la part des choses entre qui est le manipulateur, qui est l'escroc et qui n'est plus, parce que le jeu est vraiment pas facile. Le jeu est pas facile. Le yoga, tu es prof. À quel moment c'est rentré dans ta vie? Le yoga, j'y suis rentrée par une voie absolument pas spirituelle. Et je me considère pas du tout d'ailleurs comme quelqu'un de spirituel. Je pense qu'il y a des gens qui sont très très spirituels et que c'est pas du tout mon cas. Et c'est sans hostilité aucune envers cette approche, mais simplement je sens que... Enfin, j'ai la sensation que c'est pas moi. Après, certains de mes élèves diront l'inverse, mais mais moi, j'ai l'impression que ça a pas été... c'est pas une grosse part. Ouais. Et en tout cas, c'est clair, ça a pas été ma porte d'entrée. J'y suis rentrée simplement parce que... Alors déjà, on m'a longtemps dit d'aller faire du yoga. Du coup, évidemment, je n'y suis jamais allée. Voilà, c'est logique. Par petit esprit de contradiction, oui. Sephora, t'es vraiment tendue et tu devrais aller faire du yoga. Et ça avait tendance à m'agacer parce que on a vite fait de confondre indignation et stress. Et moi, je suis quelqu'un d'indigné. Je m'indigne facilement et j'aime m'indigner parce que je crois que c'est très important. En tout cas, moi, dans mon approche de la vie, du monde, de la vérité, de ce que je recherche, je crois que l'indignation, c'est essentiel. Il y a un très beau manifeste qui s'appelle Indignez-vous, qui est très court et très bien. Et je crois en la force et au pouvoir de l'indignation, pour pas dire de la colère. Il y a un autre livre qui s'appelle Le pouvoir de la colère, qui est très chouette aussi. Mais je crois que l'indignation, c'est extrêmement important et qu'on l'a un peu oublié quelque part, qu'on ne sait plus vers quoi la diriger. Donc je pense que c'est pour ça qu'on avait tendance à me conseiller du yoga pour me calmer. Et j'ai aucune envie de me calmer. Donc du coup, ça m'intéressait pas beaucoup. Mais j'avais pas mal de problèmes de dos. J'ai beaucoup eu mal au dos pendant des années. J'ai eu mal au dos. Quand j'ai commencé à être consultante, donc j'ai fait à la fois... C'est vraiment un job difficile pour le corps. Parce que non seulement tu cumules le job de bureau où t'es assis, constamment assis, tu passes de ton open space à ta salle de réunion, à ton open space à ta salle de réunion. Et en même temps, t'as aussi beaucoup de déplacements dans Paris, région parisienne et éventuellement dans toute la France, où tu te remballes un ordinateur qui, à l'époque, n'était pas le plus sophistiqué, donc pesait vite 4 à 5 kilos, plus tout ton barda. Et j'avais tellement mal au dos. Et à un moment donné, je me suis dit, faudrait quand même que j'aille au yoga, mais j'avais vraiment la flemme. Et je me disais, j'arriverai jamais à me motiver. C'est sûr, je vais payer un truc et je pourrai jamais y retourner, ça va être une galère. Je suis pas non plus quelqu'un qui... J'avais la sensation que je pouvais pas aller au bout des choses. Okay. Mais ça, c'est souvent une sensation que j'ai avant de commencer. Je pense que j'ai tellement aussi un souci de cohérence avec moi-même que c'est vrai qu'en général, je pèse beaucoup les pour et les contre avant d'agir sur certaines décisions. Et sur d'autres, pas du tout. Ça dépend des domaines. Mais sur le sport, vraiment, je me disais, je vais pas y arriver. Et je cherchais quand même d'autres solutions pour trouver un autre équilibre dans ma vie. Pas forcément sur le plan santé, physique, etc. Moi, j'ai subi un deuil assez important qui a beaucoup marqué ma vie et qui m'a fait changer de regard sur énormément de choses.
Mais en fait, c'est triste, mais c'est souvent ça. Ouais. Quand on a des déclics dans sa vie, c'est souvent que soit on a vécu un deuil, soit on a connu un proche avec un sujet de santé, soit soi-même on a eu un sujet de santé, ou alors on a été témoin de quelque chose, on a fait un gros burn-out au bureau, il y a eu un harcèlement, il y a eu quelque chose. C'est souvent ça, c'est triste, mais c'est souvent les déclics pour changer de vision sur le monde. Moi, ce qui a changé en premier, ça a été l'alimentation. Puisque j'ai perdu un proche aussi avec un cancer, donc sur la fin de sa vie, sa question principale c'était comment s'alimenter, une alimentation anti-cancer. J'ai vu toutes sortes de livres sur l'alimentation anti-cancer auxquels je ne crois pas, mais auxquels je ne crois pas sous la forme sous laquelle ils sont proposés, ça c'est sûr et certain, mais bon, il y a du marketing partout. Du coup, ces éléments-là m'ont amené à reconsidérer ma façon de m'alimenter. J'avais aussi une conscience éthique, pas de sensibilité envers les animaux, mais plus de cohérence, encore une fois, avec moi-même. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation évoluée? Est-ce qu'on peut prétendre l'être lorsqu'on inflige de la souffrance qui n'est pas nécessaire, etc. Donc ce qui m'a amené au végétarisme, ce qui m'a amené au véganisme. Donc ça a été mes premières étapes. Et lorsqu'on commence à mettre un pas dans cette espèce de grande constellation de choses qui vont tout ensemble, oui, c'est ça. Du coup, ça m'a amené à d'autres découvertes. Et je cherchais, je voyais des routines du matin, en cherchant des idées de comment manger, des gens qui montraient leur petit-déj, qu'est-ce qu'ils faisaient le matin. Je suis tombée sur le Miracle Morning. J'ai fait le Miracle Morning. J'ai détesté le Miracle Morning. Ça m'a pourri la vie. Je sais qu'il y a certaines personnes pour qui ça fonctionne très bien. Moi, ça a été un cauchemar. Alors, le Miracle Morning, tu te lèves à pas d'heure, à l'aube, à 5 heures du mat, pour faire des choses qu'a priori, sinon tu n'auras pas le temps de faire plus tard. Tu profites de ce temps pour réaliser un certain nombre de choses. Donc il y a différentes étapes. Alors il y a après il y a eu différentes variantes, mais la formule à la base était très très codifiée, avec des travaux d'écriture. Il y avait aussi du sport, il y a de l'affirmation, il y avait de la visualisation. Voilà. Donc il y avait différentes étapes, mais qui consistaient toutes à se lever hyper tôt. Donc j'ai fait ça quelques mois. Et après, j'étais en dépression quasiment. C'était hyper dur. Mon métier, en fait, s'y prêtait pas du tout. Et en plus, mon biorhythme, en fait, c'est juste pas ça. Moi, je suis quelqu'un qui bosse le soir. Je déteste me lever le matin. Si on me demande quelque chose avant 10h, c'est très, très compliqué. Par contre, s'il faut travailler le soir, je serai là. Donc, ça commençait à être vraiment galère. En plus, comme j'avais des déplacements dans toute la France, j'étais donc salariée. Il m'arrivait de me lever à 4h du matin pour aller prendre un avion et me faire un aller-retour dans la journée. Là, ça commençait à plus être possible. En plus, j'avais repris des études en même temps. Donc, j'avais mon job à temps plein et j'avais repris une formation. Je faisais un MBA en management général. Ça me prenait tout mon temps. Et si en plus, il fallait que je me lève à 5h du matin pour faire je sais pas quoi, c'était pas possible. Gérable. Pas possible du tout. Mais n'empêche que je l'ai testé à un moment et il y avait ce côté sport. Il intégrait un moment sportif dans cette histoire. Je me suis dit comment faire. Donc j'ai cherché des vidéos sur internet. Google est toujours notre ami, n'est-ce pas? Maintenant on a toutes sortes de moteurs de recherche un petit peu plus écologiques. Et j'ai cherché et globalement les gens faisaient du yoga. Ouais. Je veux dire, c'était plus trendy déjà visiblement de faire du yoga que d'aller... En même temps c'est plus simple. Je veux dire, qui va faire du ping-pong le matin à 5h, personne. Tu vois, donc ça avait beaucoup plus de sens. Je me suis dit ok, yoga, bon. Et j'ai regardé quelques vidéos et j'ai un peu pratiqué chez moi et je me suis mise à un peu pratiquer. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça beaucoup moins pénible ou fastidieux que ce que j'avais pu imaginer. J'ai commencé à m'y intéresser, mais vraiment dilettante. Vraiment, vraiment dilettante. Puis ensuite, j'ai changé de boulot. Mon boulot m'amenait dans un coin un peu plus accessible de Paris. Je me suis dit, allez, nouveau boulot, nouvelle vie. Je vais tenter l'expérience en studio. Parce que j'ai très vite quand même pris conscience que quand t'es pas guidé, y a des mouvements, tu sais pas si tu les fais bien, la proprioception, donc la conscience des différentes parties de son corps dans l'espace, elle est compliquée. Je me suis dit, il va quand même falloir que j'aille voir ce qui se passe en vrai. Donc, je suis allée en studio, et je n'ai plus jamais arrêté, en fait, tout simplement. J'y suis allée, je me suis sentie bien, je me suis sentie chez moi. Je me suis sentie chez moi sur mon tapis, dès le début. Et ensuite, j'y suis allée constamment, sans excès, mais j'y allais déjà toutes les semaines. Alors bon, la première fois, c'était extrêmement difficile. Déjà, j'y comprenais rien. C'était quel type de yoga? C'était un yoga vinyasa. Okay. Mais il était classé comme yoga débutant. Ok. Mais c'était un vinyasa pour débutants. Donc vinyasa pour le terme, du coup. C'est un yoga dynamique. Alors,
C'est un yoga en mouvement, c'est-à-dire que il n'est pas forcément dynamique, en vrai. Maintenant, on a l'impression que le vinyasa, c'est quelque chose de très très rapide, ou d'assez rapide, ce qui est pas particulièrement le cas. C'est des mouvements qui sont synchronisés à la respiration. À la base, c'est ça. Par rapport au yoga, au Hatha Yoga, qui est le yoga plus classique, dont on voit plus facilement aussi la dénomination un petit peu partout, et qui est considéré comme le yoga, la base de la base. Là, on n'a pas ce souci des transitions, des enchaînements, mais au final, il y a quand même évidemment une conscience de la respiration. Simplement, dans le vinyasa, on va enchaîner des postures avec la respiration, avec cette conscience-là. Mais en vrai, ça n'a pas besoin d'être rapide, contrairement à ce qu'on pratique maintenant. On pourrait très bien aller lentement, on pourrait très bien rester quelques respirations dans une posture. Enfin voilà, ça c'est une déformation qu'on a maintenant. Et maintenant qu'on dit vinyasa, les gens croient qu'on c'est un on yoga fait des speed, trucs, quoi. Voilà, que c'est speed. Et ça l'est pas forcément. J'ai été à des cours, moi souvent les cours que je préfère pratiquer pour moi, ils sont au contraire plutôt lents. Et lorsque je donne des cours en propre, donc pas pour des sociétés intermédiaires, mais en propre, c'est parfois plutôt lent. Plutôt lent. Donc tu découvres... Ouais, donc je découvre ça, du vinyasa, mais pour débutants. Et j'ai rien compris. Tout était nouveau, finalement, même si j'en avais fait un petit peu sur vidéo, etc. Donc il y avait des choses que je connaissais un peu, mais beaucoup de choses que je connaissais pas. J'ai eu des courbatures de l'enfer. Je crois que j'ai pas pu marcher pratiquement pendant 2 jours. C'était un cauchemar. J'avais des muscles, je savais pas où ils étaient. Et j'étais une grosse courbature géante. J'avais moins de montée d'escalier, j'ai l'impression que j'allais pas m'en sortir. Je me suis dit, Sephora, t'es jeune. T'avais quel âge à l'époque? Ça devait être il y a 5 ou 6 ans. Ah, c'est récent. C'est super récent. Je me suis dit quand même, c'est pas possible avant tes 30 ans d'être dans cet état physique. Il y a vraiment un souci. Donc, je me suis dit non, il faut faire quelque chose. J'y suis allée, j'ai continué d'y aller. Et ça a été une grosse expérience. Alors, j'ai été allée dans un contexte où le prof était un peu un gourou quand même. Un peu un gourou à sa façon. Pas dans le sens péjoratif du terme, mais voilà, il avait ses élèves qui l'adoraient, c'était une grosse sommité, c'était un prof parisien très connu. Et je sais pas, il était transporté quand il faisait ses cours. Enfin bon, c'était vraiment une expérience, une certaine ambiance en tout cas. Et ensuite, je suis allée découvrir de ce yoga. Avant de comprendre que c'était du vinyasa, il m'a fallu un peu de temps. Avant de faire mon choix sur le vinyasa, il m'a aussi fallu du temps. Après, j'ai beaucoup pratiqué du hatha. J'ai testé toutes sortes de styles de yoga, vraiment tout ce que j'ai pu trouver, tout ce qui était dans le studio où j'allais. J'ai testé pratiquement tous les cours. C'était bien parce que j'avais pas les contraintes financières que j'ai maintenant, j'avais plus d'argent, donc j'ai pu tester tous les cours, c'était pratique. Et ce dans quoi je me sentais finalement le mieux, c'était quand même le vinyasa. Donc c'est ce que j'ai choisi de garder en priorité. En fait, lorsqu'on pratique le yoga, c'est vrai qu'on peut vite se laisser un peu submerger par le nombre de styles. Je pense qu'il faut se fixer sur 1 ou 2 pratiques centrales. Ça n'empêche pas de faire d'autres cours par ailleurs, mais je crois que c'est bien, enfin, de pas se disperser. De pas trop se disperser. Sinon, on perd quand même un petit peu l'essence de ce qu'on fait. Et puis, mais ça reste quand même intéressant de voir d'autres choses. Toujours pareil, pour l'ouverture d'esprit, pour se nourrir, pour s'enrichir. Moi, en tant qu'élève et en tant qu'enseignante, j'aime beaucoup voir d'autres styles de yoga. Tout comme je vais pas pratiquer avec tout le temps la même personne. Il y a des personnes avec qui j'aime beaucoup pratiquer. De temps en temps, j'essaie d'aller voir autre chose. Après, c'est de plus en plus dur parce que plus tu affines ton style, plus il y a des choses avec lesquelles tu as des difficultés. Ou tu considères que l'éthique est pas suffisante, ou voilà. Ça te correspond pas, quoi. Ça te correspond pas. Ou qu'il y a des pratiques qui sont non sécuritaires aussi. Et voilà, il peut y avoir aussi des studios qui font des choses qui me conviennent pas, qui acceptent l'utilisation d'huile essentielle pure et que ça me convient pas. Il peut y avoir plein de choses. Donc c'était le vinyasa sur lequel j'ai fait mon choix. Et autant le Miracle Morning n'a donc pas du tout tenu, autant le Vinyasa est resté. Donc maintenant j'enseigne le Vinyasa et j'enseigne aussi le Yin Yoga, qui est un yoga très très différent, avec des postures statiques qu'on tient longtemps, et on vise pas du tout la même chose, il n'y a pas de notion de performance, il y a plutôt une notion de relâchement, on reste relativement actif et présent. Je dirais qu'on peut vraiment accéder à une forme de méditation et de conscience du moment présent, parfois plus en Yin qu'en Vinyasa, même si en Vinyasa c'est pareil, on a une méditation en mouvement. Donc on a cette conscience, je veux dire, on peut pas, quand on pense à activer tous ces muscles et à faire ces enchaînements, on peut difficilement penser à autre chose ou à sa liste de courses pour le lendemain. C'est ça. Donc c'est pratique. Mais le Yin a ce côté plus
calme et plus intériorisant, et je trouve que voilà, c'est le yin et le yang, ils vont bien ensemble, et c'est ce qui me convient, et du coup c'est ce que j'en sais. Qu'est-ce que ça t'a apporté à l'époque dans ton ancienne vie de consultante, et peut-être pourquoi il me semble que tu as quand même quitté cette vie à 100 à l'heure. Voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté à l'époque et pourquoi tu as quitté cette vie-là? Le yoga déjà m'a beaucoup aidé pour mon premier problème, le dos. Ça c'est sûr que ça m'a énormément aidé. J'ai très vite été intéressée par le fait de gagner de la force parce que j'ai senti que du coup ma posture s'améliorait et mon état général s'améliorait, et ça a changé beaucoup de choses pour moi. Je pense que ça change beaucoup de choses en fait psychologiquement, déjà de savoir qu'on a une routine de vie, qu'on a une discipline, le yoga mais aussi l'alimentation, ces choses-là aident à se sentir ancré, se sentir aligné, savoir où on va, amener des réflexions sur ce qu'on est, ce qu'on veut faire. On se sent plus solide parce qu'on a des bases solides. Je pense que justement dans notre société actuelle, on disait on est un peu... c'est pas trop bien ce qui nous arrive, mais il se passe plein de choses et c'est très fluctuant. Et donc pouvoir se reposer sur ces acquis-là... sortir du mode pilote automatique un petit peu. Ouais, exactement. Sortir, en fait, enlever ses œillères et... se dire qu'on fait des choix dont on est conscient et qu'on a cette capacité de s'y tenir. Et ça transforme beaucoup de choses parce que ça redonne du pouvoir. Ouais, de la responsabilisation aussi. Et on se rend compte qu'on est capable de faire des trucs qu'on pensait pas faire. Donc ça, c'est déjà un gros pas pour l'évolution personnelle, professionnelle. Et ensuite, tu disais justement, c'est tout un univers. Donc une fois qu'on a mis le pied par n'importe quelle porte d'entrée, on est sur la première étoile ici, il y a d'autres constellations à côté, et du coup on va naviguer dans d'autres choses. Ce qui a pu m'amener sur justement, tu disais, la naturopathie, l'étude de plein de choses en fait, la médecine chinoise, ou l'ayurveda, ou considérer des différents types d'autres façons de prendre soin de soi de manière plus responsable, la réflexion sur l'impact qu'on a sur les autres. Après, je dirais que moi mon véganisme a eu plus d'impact pour moi en termes de transformation de vie que le yoga, mais le yoga est venu accompagner et soutenir aussi cette décision. De façon complémentaire. Ouais, c'était très complémentaire et je pense que c'était un chemin qui du coup était assez logique et cohérent. Dans le yoga, on a aussi toute une philosophie, on a des codes moraux. Alors on peut les suivre, on peut ne pas les suivre. Il y a des gens qui les suivent pas ou que ça n'intéresse pas. On peut s'intéresser au yoga uniquement pour le côté sportif, pourquoi pas. Puisque même si ça surprend encore, le yoga est un sport. En tout cas, il y a une pratique qui est très très sportive si on le souhaite. Donc là, il y a ce qu'on appelle les yamas et les niyamas. En fait, il y a des codes moraux envers soi-même et envers le monde extérieur. Donc il y a toutes sortes de choses. Il y a un des très connus qui est ahimsa, la non-violence. La non-violence envers soi-même, la non-violence envers les autres, que moi j'associe à mon véganisme et à mon souci d'essayer de faire des choix de plus en plus éthiques, mon souci de l'environnement. Je considère que ça vient pleinement s'inscrire dans ahimsa. On a beaucoup de choses comme l'honnêteté. L'honnêteté envers soi-même, l'honnêteté envers les autres. On va aussi avoir l'état d'esprit du débutant. Donc toujours être dans savoir garder de l'humilité, savoir se remettre en question, savoir peut-être remettre les choses en question, regarder toujours les choses avec un œil neuf. Il y a énormément de choses qui peuvent du coup venir nourrir la pratique sur le tapis, mais aussi en dehors du tapis. Et le yoga, finalement, on en voit la partie posturale, les asanas. Mais il y a 8 branches dans le yoga, donc il y a aussi tous ces codes moraux et envers soi-même, envers les autres, mais on a aussi tout ce qui est technique de respiration, pranayama, ça fait partie de ça, la méditation, le retrait des sens, il y a en fait tout un tas de briques. Donc même si on y arrive par les postures, par les poses, au final, on peut choisir d'aller piocher dans toutes ces briques-là et de les intégrer d'une autre façon dans sa vie. On peut faire du yoga chaque jour sans pratiquer des poses de fou. On peut simplement respirer, peut-être. On peut simplement amener un peu plus de conscience. On peut simplement faire preuve d'honnêteté
dans sa vie. On peut juste choisir un jour d'être dans la non-violence, dans sa communication avec les autres ou vis-à-vis de soi-même. On peut faire tous ces choix-là. Et donc lorsqu'on commence à étudier tout ça et à s'y intéresser, à essayer d'avoir un système de valeurs un petit peu, ce qui est quelque chose de très important pour moi et dans la manière dont je construis ma vie, un système de valeurs fiable, dont j'accepte qu'il évolue, mais qui vraiment me sert de trame de fond en fait pour réaliser mes principaux choix, beaucoup de choses changent. Donc j'ai notamment commencé un peu à désencombrer mon espace, je me suis intéressée à la méthode de Marie Kondo. J'adore Marie Kondo. Si personne n'a vu ces petites vidéos, elle plie du linge, mais il faut aller les voir, c'est merveilleux. Elle plie un linge, elle est tellement heureuse. On a tous envie de plier du linge après. Bon, après il faut revoir la vidéo parce qu'on oublie, après ça nous saoule, mais c'est merveilleux, cette joie que ça lui procure, ça se lit sur son visage, elle est extraordinaire. Donc Marie Kondo a amené cette notion que bon, c'était cool de ranger, mais qu'en fait avant, il fallait surtout désencombrer. C'est ça. Et garder ce qui dans sa vie nous amène dans notre vie nous amène de la joie. Exactement. Je l'ai lu. C'est la magie du rangement. Ah oui. Donc du coup, la magie du rangement, ça a été un gros truc, ça fait un gros buzz, c'est drôle comme quelque chose d'aussi simple à bouleverser nos vies. Mais je pense qu'en fait, oui, c'est l'assise mort et revenons à la simplicité. En fait, on est content ou on n'est pas content? C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on est content d'avoir tout ce truc chez nous? Et moi, je suis quelqu'un qui entassait beaucoup. J'entassais tellement de trucs, c'était un cauchemar. Et mon compagnon de l'époque me disait que c'était pas possible, quoi. C'était sujet discorde constant. Lui, mec, que tout soit très rangé. Moi, j'étais dans un joyeux bazar. Et j'ai commencé à ranger. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai fini de ranger, beaucoup d'aspects de ma vie me convenaient pas. Après, ça dépasse le matériel. Oui. Est-ce que cette personne dans ma vie me remplit de joie ou ne me remplit pas de joie? Est-ce que cette job me remplit de joie ou pas? Tu vois, après, ça va loin, en fait. Oui. Donc, sachant que j'étais aussi déjà à la base quelqu'un qui a pas mal de facilité à dire non. J'ai horreur des trucs sociaux qui m'intéressent pas. Si j'ai pas envie d'aller quelque part, j'y vais pas. Voilà, je me force pas. J'aime pas ça du tout. Donc ça, heureusement, j'avais déjà ça. Mais du coup, ça m'a d'autant plus encouragée à libérer beaucoup de choses qui avaient besoin d'être libérées, et de me désencombrer de ce qu'il fallait mettre de côté. Et donc j'ai fait un gros changement en assez peu de temps. J'ai quitté une relation longue. J'ai vendu mon appartement. Ça c'était il y a combien de temps? Le yoga c'était il y a 5 ans, tu disais? 2 ans et demi, je pense. Ok. À peu près. Donc après 2 ans de pratique de yoga à peu près. Oui, ou 3. Après 3 années peut-être. Okay, après 3 années, donc j'ai tout bazardé. J'ai vendu mon appart dont j'étais propriétaire. J'ai quitté mon CDI. Petit à petit, voilà, en l'espace d'un an, ce qui est quand même une durée assez courte pour des gros changements, mais j'ai changé tout ça. Et je me suis dit, professionnellement, quel a été professionnellement, j'ai donc un cabinet de conseil, c'est pas toujours une vie extrêmement fun. Non, c'est clair. Ce qui m'a beaucoup décidé, c'est que sur un de mes derniers postes, j'ai eu des grosses divergences d'éthique professionnelle avec l'un de mes responsables. Et les choses qui étaient demandées n'étaient pas possibles pour moi et pour ma conception des choses. J'ai très à cœur d'être très pro. C'est vrai, je pense, dans le yoga maintenant, mais ça a toujours été vrai dans le cabinet de conseil. C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, parce que mes clients, je considère aussi que j'en suis responsable, et je veux leur apporter de l'honnêteté. Et c'est généralement d'ailleurs pour ça qu'on me donnait les clients les plus difficiles, parce que une de mes forces, c'est l'assertivité. C'est la capacité à exposer un point de vue de manière ferme, de demander des choses de manière ferme, sans être désagréable, mais simplement, c'est un de mes anciens directeurs disait ça, que c'était la main de fer dans le gant de velours. Ouais. Et c'est ce que je suis en mesure de faire dans un contexte professionnel en général, et c'est une grosse fierté pour moi. Mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte, parce qu'au début, je pensais que tout le monde pouvait faire ça, et en fait, il s'avère que c'est compliqué. Voilà. Donc, pour moi, ça allait aussi avec une grande honnêteté. Même si j'étais sur des domaines fiscaux, donc forcément, les textes fiscaux, c'est toujours sujet à interprétation, mais c'était très important pour moi de leur apporter la meilleure qualité de conseil possible. Lorsque j'ai plus été en capacité de fournir ça, sauf grosse problématique en interne avec mon management, j'ai su que de toute façon, c'était la fin.
J'ai su que c'était la fin et j'étais déjà dans ma formation de professeur de yoga. D'accord, t'avais déjà eu dans l'idée de te dire cette pratique-là a changé ma vie. J'ai eu une idée très bête à un moment donné. Je me suis dit, si je deviens prof de yoga, je prendrai des cours, mais peut-être que j'en prendrai un peu moins et que ça me coûtera moins cher. Et c'était complètement idiot. C'est faux. Je dépense plus d'argent que jamais. C'était bête. Mais c'était ça, au début, j'avais cet espoir. Oui, ça me coûtait une blinde. C'était l'enfer. C'est super cher. Ouais. Ah, il faut être honnête, hein, c'est extrêmement cher. Maintenant, je sais pourquoi c'est cher. Mais au début, je me disais, c'est pas possible. Donc peut-être que je serai en mesure de pouvoir... En fait, je me demandais comment pratiquer plus, alors que je peux pas augmenter mon budget. Devenir prof. Devenir prof. Et non, en fait, pas du tout. D'une certaine façon, mais disons que c'est très très différent. Donc, je me suis lancée dans cette... donc du coup, j'avais commencé à regarder les formations. Et puis j'en ai choisi une et il n'y avait pas autant de boom sur les formations. En fait, quand j'ai fini ma formation, là je me suis dit, mais en fait il y a des formations partout. Ouais. Mais au début, quand j'en ai choisi une, c'était pas du tout ça. Il y en avait quelques-unes et voilà, c'était le début en fait. Maintenant, tous les ans, il y a 150 nouveaux profs qui sortent juste sur Paris et qui sont diplômés. Je m'étais dit, bon, ce sera au mieux, au pire... On peut voir ça comme on veut, pour développer ma propre pratique, ça me permettra de pratiquer chez moi, je savais pas trop comment pratiquer chez moi, je me disais qu'une formation de prof de yoga, ça allait me donner les outils, etc. Et j'aurais aimé à l'époque qu'on me dise que c'était faux. Et c'est pour ça que souvent, maintenant, quand on me dit comment développer sa pratique, je parle jamais d'aller faire un training. Et comme souvent, j'ai des élèves qui me disent, mais je pensais aller faire un teacher training pour progresser. Mais non, mais en fait, il y a plein de moyens de progresser, c'est juste qu'on n'en parle pas, parce que c'est beaucoup plus rentable pour les profs et les studios qu'on aille faire un teacher training. Teacher training, c'est quoi du coup? C'est la formation. Ok, d'accord. C'est la formation de yoga. Donc, c'est le yoga teacher training, qu'on voit souvent en YTT, et derrière le nombre d'heures, 200 heures, 300 heures, 500 heures. Et donc, on voit souvent maintenant, pour ces teacher training, à côté, il y a écrit... vous pouvez être prof ou vouloir être prof, mais aussi développer votre pratique personnelle. Et évidemment, c'est la formation en tout avec la pratique obligatoire a dû me coûter peut-être 4 000 €, ce qui est quand même beaucoup. Ouais. Et encore, je sous-estime peut-être un peu. Donc oui, c'est sûr, c'est plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant parce que ça reste une vie de précarité souvent, hein, la vie de professeur de yoga. Donc je comprends qu'on cherche d'autres moyens et tout ce qui est retraite, formation, etc. c'est un moyen. Donc j'avais avancé dans ma formation de prof de yoga et du coup j'ai quitté le cabinet où j'étais. Je me suis dit je vais laisser 1 an pour essayer de développer quelque chose autour du yoga et ensuite je reprendrai le consulting à ma façon. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai passé, je suis sur ma 2e année d'enseignement, donc j'ai passé 1 année à enseigner, à essayer d'enseigner, à essayer de développer un planning. C'est extrêmement difficile. Des fois on me demande si c'est cool d'être prof de yoga. Non, non, ça n'a rien de cool, c'est très difficile. Ça a des côtés très cool évidemment, mais je pense que c'est plus le fait d'être auto-entrepreneur qui a des côtés cool et des côtés difficiles. Tout à fait. Et être prof de yoga, ça a aussi des côtés cool et des côtés difficiles. Je suis ravie de retrouver mes élèves, mais c'est extrêmement difficile. On n'est pas énormément payé, il y a énormément de temps il y a des temps de déplacement pas possible à Paris parce que on n'est pas figé dans un endroit, donc on se déplace, on passe entre 2 et 4 heures par jour dans les transports. Tu fais comment du coup tu travailles? C'est extrêmement difficile. Comment tu travailles justement? T'es dans des studios Alors moi de toute façon pour le moment ce que j'ai privilégié c'est de travailler avec une plateforme intermédiaire. Ok. Un peu comme un Uber des profs de yoga. Peut-être qu'ils aimeraient pas être qualifiés comme ça, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'ils font matcher des prestataires, donc des profs de yoga, avec des salles qu'ils louent. Et ça crée des espaces fixes dans lesquels moi j'enseigne. Après, il y a aussi des salles que moi j'ai en location, donc que je gère en propre, je loue, et les élèves viennent. Enfin, normalement, ils viennent. Et après, je travaille aussi avec des ateliers, j'ai aussi des contrats de société. Donc je vais faire du yoga en entreprise. Donc ça c'est la partie yoga. Yoga dans le sens je donne du yoga guerrier 1, guerrier 2, chien tête en haut, chien tête en bas, tout ça voilà, c'est dans les coins. Du coup ça c'est ce que je fais c'est ce que j'ai cherché à développer sur toute cette année-là. Et ensuite là sur les derniers mois, j'ai repris du consulting mais à mon compte. Okay. Sachant qu'aussi sur la première année, j'ai développé
une offre donc en qualité de vie au travail, où là c'est basé sur du yoga, mais c'est plus un programme bien-être en entreprise. Comment mieux bouger en entreprise, comment incorporer des mouvements de yoga sur chaise, former des personnes qui sont un peu référentes et qui ensuite vont pouvoir déployer le programme et ce genre de choses. Donc j'ai fait des missions sur la première année un peu par opportunité, que je continue de maintenir en produit possible et que je travaillerai à faire évoluer sur l'année qui vient. Mais j'ai aussi repris du consulting dans mon cœur de métier. Donc sur tout ce qui est financement de l'innovation, où je travaille avec un de mes anciens employeurs et où je suis prestataire et j'agis en tant que consultante comme je le faisais avant, mais où je suis plus libre de faire ma vie. Donc j'ai plus de charges évidemment, mais j'organise mon temps du coup différemment et c'est du coup ma deuxième phase de travail que j'avais prévue et qui se déploie en fait sur cette année. Ok. D'accord, donc oui, double casquette de plusieurs métiers. Double casquette, et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres repères à trouver. Si j'ai un rendez-vous client, il faut que je sois en tailleur, et ensuite il faut que je rentre et que je puisse repartir donner mon cours, et que tout rentre dans les bonnes cases et les bons créneaux en tout cas. Quand tu as débuté le yoga, est-ce que tu étais souple ? Non, j'ai jamais été souple. D'accord, il y a pas mal de gens qui... c'est vrai que le yoga, tu en parlais, c'est une philosophie de vie aussi, enfin c'est souvent associé à ça. Ça peut faire, il me semble, partie des freins aussi pour certaines personnes, de se dire, mais moi cet univers-là, c'est vrai qu'on se dit, bon je vais pratiquer le ping-pong, tu prenais l'exemple du ping-pong, bon voilà, ça reste du ping-pong. Le yoga, c'est vrai que pour certaines personnes qui peut-être se considèrent justement cartésiennes, très peut-être fermées à un certain nombre de choses, ça peut faire peur. Il y a aussi le frein de mais moi de toute façon je suis pas souple, donc le yoga c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds à quelque chose que j'ai pas inventé, qui est très connu, mais c'est que de la même façon qu'on prend une douche parce qu'on est sale, on va au yoga parce qu'on n'est pas souple. En fait, c'est tout simple, mais c'est évident. On va au yoga parce qu'on n'est pas souple, ou parce qu'on a besoin de force, ou parce qu'on a besoin de rectifier sa posture. Sinon, on fera autre chose. Je pense. Après, sur les comptes Instagram, notamment yoga, c'est vrai qu'il y a quand même je pense que c'est ça aussi, c'est une sorte de quête de la performance, de la posture la plus incroyable possible, qui peut-être du coup associer l'image de du yoga à des postures incroyables. Oui, c'est une très bonne remarque. Justement dans le métro, je commençais à rédiger un post Instagram sur la difficulté de se positionner en fait sur Instagram. Moi, clairement, si j'avais connu les réseaux sociaux comme je les connais avant de m'être mise au yoga, peut-être que ça m'aurait vraiment freinée. C'est devenu une espèce d'étalage, comme tu dis, de posture. Ouais, c'est vrai. C'est devenu une vitrine de pose, de grands écarts, d'équilibre sur les mains au bord de falaise, on sait pas pourquoi, qui fait ça. L'autre fois j'en rigolais, mais à la plage, la dernière fois que j'étais à la plage, je me disais c'est drôle, il y a des gens qui du coup ils prennent des photos en yoga sur un paddle, moi cet été voilà, sur un paddle, c'est fascinant. Et c'est vrai que du coup il y a cette course, c'était mon grand questionnement quand quand j'ai développé mon compte actuel sur Instagram, parce que j'avais un autre compte avant mais qui était un compte de fou de vegan et que j'ai laissé de côté, et j'en ai recréé un complètement nouveau pour intégrer plus de différentes facettes de moi-même, et notamment le yoga, parce que c'était censé être un compte pro. Mon compte est un compte pro. C'est-à-dire que je n'y fais pas un gros étalage de ma vie privée, en dehors du fait de voir mes chats et un peu ce que je mange, il se passe pas non plus des choses particulières. Je fais pas étalage de mes états d'âme, je suis quelqu'un d'assez... on peut dire pudique, même si c'est un terme un petit peu péjoratif, mais j'étale pas mes sentiments et mes réflexions, non pas parce que je considère qu'il faut pas les étaler, chacun fait ce qu'il veut, mais parce que j'en éprouve absolument pas le besoin. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup gérer les choses tranquillement, dans son coin, qui travaille de manière assez intériorisée. Et je me disais, qu'est-ce qui va se passer sur ce nouveau compte Instagram? Je regardais un peu mes profs, je regardais un peu les comptes, et je voyais que une vitrine, comme tu dis, de posture... que jamais de ma vie je fais. Je pense si on met hashtag yoga, yoga, c'est directement des postures impressionnantes, qui sont totalement pas accessibles en fait à la majorité des... J'allais dire 80%, mais peut-être même plus des gens. Alors moi, ça me dérange d'autant plus aussi au fur et à mesure de ma formation, puisque souvent c'est pas non plus des postures en fait qui sont sécuritaires.
C'est pas non plus des postures qui en fait, c'est des postures qu'on fait une fois pour un shooting. Ou alors si on les pratique régulièrement, je sais pas, il y aura sûrement beaucoup de prothèses de hanches qui seront posées prochainement. Mais c'est pas vraiment des postures qu'on fait. Enfin, qui va faire ses courses comme ça avec le pied derrière la tête et, personne. C'est pas fonctionnel du tout. Donc bon, c'est la difficulté en fait quand on crée ce type de compte Instagram. C'est à la fois il faut mettre du visuel parce que c'est presque comme un CV, donc pour se faire voir peut-être par aussi je sais pas des marques, j'allais dire des studios mais aussi des marques, parce que beaucoup de profs de yoga essaient de récupérer un peu de partenariat potentiellement. Alors beaucoup ne le font pas, hein. Il y a des gens tout à fait normaux, Dieu merci, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui espèrent mixer avec un job un peu d'influenceur, d'influenceuse, ou récupérer des partenariats avec des marques qui permettent d'arrondir les fins de mois parce que c'est un métier difficile. Donc il y a des profs un peu plus stars qui apparaissent et qui soignent davantage peut-être leurs images, qui ont des super photos, qui en tout cas font la promo. Si on tape sur leurs photos, on voit une quantité de marques taguées. C'est impressionnant. Ouais. Et bon, moi, je suis une personne normale, mon corps fait des trucs plutôt normaux, il évolue tranquillement à son rythme, il y a rien d'extraordinaire, je fais pas le grand écart, si quelqu'un se posait encore la question, toujours pas. Je le pratique pas et je l'enseigne pas, et c'est une volonté de ma part. Je me disais, comment je vais pouvoir... qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Instagram avec des trucs pareils ? Et en effet, je comprends que du coup, ça puisse être très très bloquant de voir ce genre de choses, ou même ils écrivent, je sais pas, que c'est pour débutants, puis en fait, on regarde l'image, c'est pas pour débutants. Enfin, je sais pas, c'est même pas pour un corps humain classique, c'est pour Elastic Girl peut-être, mais sinon, on se dit que c'est quand même hyper flippant. Donc oui, je pense que on participe tous un peu, enfin, je m'inclus dans cette grande mascarade, hein, on participe tous un peu à donner cette impression que le yoga est finalement pas accessible. Et donc je pense qu'entre les personnes qui croient qu'il faut faire des trucs extraordinaires, et au contraire ceux qui pensent que pendant le cours il se passe rien, et qu'on est assis en tailleur et qu'on médite ou je sais pas quoi, c'est souvent difficile de trouver sa place. Et je pose aussi la question sur les réseaux sociaux de pourquoi les hommes vont pas au yoga, et ainsi de suite. Les hommes sont souvent aussi très inquiets entre ces deux trucs. Mais ça fait peur le yoga. Oui. Dire, en vrai, on arrive, peut-être dans un studio, il y a une odeur d'encens, un truc un peu bizarre. Moi je me souviens que j'y suis arrivée en studio, donc il y avait cette odeur d'encens qui flottait. Je me suis retrouvée avec un type en legging flashy, barbu, en mode gourou, qui était assis en tailleur comme s'il avait été sculpté là. Il y avait plein de gens qui avaient l'air de savoir ce qu'ils faisaient. Il y a des accessoires que genre j'y comprenais rien, des trucs en liège et des sangles. Et qu'est-ce qu'on va se faire avec ces trucs? T'installes, t'es finalement très près les uns des autres quand c'est sur des créneaux de grande affluence. Je sais pas, ça fait des sons, ça chante des fois, ouais, fait des ohms. C'est ça. Pourquoi? Ouais. On se dit des namastés, on peut pas se dire bonjour, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On met les mains dans des positions bizarres, le corps prend des positions bizarres. Je me dis que pour beaucoup de personnes, ça doit être très déstabilisant. Et en plus, pour un homme d'arriver dans ces classes où il y a plein de filles là en legging qui lancent la jambe dans tous les sens, ça doit être quand même très déconcertant. Ouais. Donc, je comprends tout à fait que ça puisse paraître beaucoup moins accessible que ça ne l'est. La vérité, c'est que de toute façon, pour toute personne, il faut prendre un temps pour tester différentes choses. Ouais, tout à fait. Et c'est peut-être la différence avec d'autres sports. Probablement, par exemple la natation, à faire de la natation, on fait de la natation. Oui, c'est ça. Tandis que là, il va peut-être falloir tester différents styles de yoga, et pour un même style de yoga, les profs vont pas enseigner de la même façon. Et ça, c'est assez c'est déroutant. Ouais, c'est déroutant, et ça demande aussi d'y passer un peu de temps. Ouais. Ça demande d'y passer un peu de temps. Et il faut accepter, en fait aussi, c'est un gros test d'ego, hein. Malgré tout. C'est-à-dire que si on arrive, et que à force de s'être comparé avec les autres, on se sent... Voilà, on préfère ne pas persévérer parce qu'on se sent pas assez bon, bah c'est dommage. Mais au final, on n'est jamais assez bon. Moi, je vais à plein de cours où je comprends rien. Enfin, faut pas croire qu'à un moment donné, il y a une espèce de stade atteint dans la pratique qui fait que... Il suffit que j'aille à un cours avec un prof que je connais pas trop, qui lui a des types d'enchaînements précis que j'ai jamais vus. Par exemple, si je vais prendre un cours avec une ancienne danseuse... je suis pas ancienne danseuse, j'y connais rien, donc elle va proposer des types d'enchaînements suivant elle aussi ses formations et ainsi de suite, ou un homme, il va travailler de manière complètement différente, c'est hyper variable. Donc il faut aussi accepter qu'en fait on redécouvre toujours les choses, chaque fois, comme la première fois, et que des fois ça va, des fois ça va pas, et pendant longtemps ça ira peut-être pas, le temps que le corps il s'habitue à ces nouveaux mouvements, à ces nouveaux termes et ainsi de suite, mais que ça fait partie d'un engagement
envers soi et d'une capacité à être humble. Et ça, je crois que c'est hyper important, mais qu'on n'a pas toujours envie de le faire. C'est ça. Est-ce que ça fait notamment référence à un de tes posts Instagram que j'avais beaucoup aimé, où tu parlais que tu étais allée dans un cours et que tu avais un homme, il me semble d'ailleurs, qui était à côté et qui te regardait et qui n'osait pas en fait prendre les options. Alors il y a effectivement probablement une responsabilité, enfin c'est certain en fait, une responsabilité qui est de se dire voilà, j'accepte mon propre niveau, je prends les options qui me vont. Peut-être aussi justement, on parlait du yoga un peu peut-être performance comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Est-ce que il y a aussi peut-être une responsabilité du prof aussi, je dirais de mettre assez en confiance pour que chacun trouve sa place et ose prendre cette brique, et ose prendre cette sangle, et ose prendre l'option qui lui convient pour peut-être l'amener aussi à se libérer de l'ego et de cette quête de performance qui est contre-productive en fait. C'est un gros sujet. Moi je considère que la majorité de mon travail, alors je suis toujours en fait fascinée quand je vois beaucoup de profs qui pratiquent, qui disent qu'ils pratiquent tous les jours et plein d'heures par jour. Moi je pratique ma pédagogie tous les jours, mais par contre ma pratique physique, non. Parce que mes réflexions moi-même sur l'enseignement, la pédagogie, l'anatomie m'occupent déjà trop. Ou alors je vivrai plus, ou je ferai pas d'autres activités. Je crois que c'est extrêmement difficile de gérer un cours collectif, notamment quand c'est un cours collectif tout niveau. Donc le yoga est pour tout le monde, mais je pense qu'il a pas forcément vocation à être enseigné dans des cours collectifs. On le fait parce que c'est la vie, c'est comme ça, et que sinon comment faire, on veut pas tous être là en train de prendre des cours privés. Puis il y a une très belle énergie dans les cours collectifs aussi, c'est très chouette. Mais ça rend l'exercice beaucoup plus difficile. La plupart des enseignants préfèrent enseigner à des élèves, c'est aussi des étudiants avancés finalement, plutôt que à des débutants. C'est beaucoup plus difficile d'enseigner à des débutants. Et donc lorsqu'on est dans un cours tout niveau, par facilité, et aussi parce que finalement qu'est-ce que c'est un niveau, c'est assez difficile à quantifier. J'ai des élèves qui soi-disant sont débutants, mais en fait je trouve qu'ils ont une pratique beaucoup plus consciente que certains élèves avancés. Donc c'est toujours un peu difficile à qualifier. Entre l'état d'esprit et ce que le corps... C'est ça. Donc lorsqu'on a un débutant dans un cours tout niveau, on a beau... alors bien sûr, il y a une responsabilité d'essayer de rendre le truc le plus sécuritaire possible, de proposer les options, de proposer la brique, mais il y a aussi des endroits où il n'y a pas d'accessoires, par exemple. Donc comment guider quelqu'un vers le fait de se calmer, de revenir à soi? C'est difficile. Ça dépend de la personnalité aussi de l'élève, ça dépend de ce qui se passe autour de lui ou d'elle, parce que des fois on est juste emmené dans un élan contre-productif, donc il y a aussi ça. Franchement c'est difficile. Alors oui, il y a des profs qui lâchent l'affaire. Vraiment, je suis allée dans des cours où rien n'était proposé. Même, tu sais, parler d'options, c'est compliqué en vrai. Si on présente les options dans un certain ordre, on voit bien qu'il y a une hiérarchisation. Donc c'est délicat. Quand on parle de niveau, c'est pareil, c'est délicat. Donc moi, c'est ce que je disais sur certains posts. J'ai tendance à gronder. Moi, je suis pas en mode bisounours love. Moi, j'ai horreur de voir des gens qui vont se faire du mal. Donc j'ai plutôt tendance à gronder, à disputer, à rouspéter. Voilà. Je rouspète, et puis je rouspète gentiment quand même, mais souvent ça calme. Mais parfois il y a quand même des gens qui insistent, et on sait pas ce qu'ils ont vécu. Peut-être qu'ils ont été dans une famille, avec une culture et une éducation qui les poussait au maximum. Peut-être juste que c'est pas ça, mais qu'ils ont une proprioception tellement mauvaise qu'en fait ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Là je voyais, j'avais eu un cours avec souvent des élèves qui se font mal aussi au dos, parce qu'en fait on a beau leur expliquer quand on n'a pas de conscience de ce qui se passe, qu'on n'a pas conscience de l'engagement de son centre, et il faut du temps où il faut accepter d'aller dans des cours aussi plus lents, en plus petits groupes, voire même payer parfois des cours privés pour s'assurer que ce qu'on fait est ok, et que justement c'est aussi l'intérêt d'avoir des profs un peu réguliers qui peuvent vous suivre. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un toutes les semaines depuis 2-3 mois, que la personne à la fin me dit oui, dans cette posture j'ai un peu mal au dos, est-ce que t'as une idée? C'est plus facile pour moi de lui donner une petite indication à la fin, et du coup
plutôt que des gens qui virevoltent dans tous les cours de Paris et on sait pas en fait ce qu'ils font. Puis c'est aussi se faire mal, souvent c'est à l'issue de mouvements répétés mal faits. Donc si j'ai quelqu'un qui arrive, il peut se faire mal pendant un cours, mais en vrai c'est peut-être parce que pendant 1 an elle fait n'importe quoi avec ses épaules. On peut pas savoir. Donc c'est délicat, mais oui, je crois qu'on a beaucoup de choses à voir d'un point de vue pédagogie. Je pense que c'est un boulot constant de se remettre en question là-dessus. Comment faire pour que chacun se sente dans un espace de sécurité, chacun se sente bienvenu, chacun se sente la possibilité d'explorer sans frein ou sans crainte, mais tout en se préservant. Ouais. Et ça, c'est délicat. Donc oui, il y a mais je vais à plein de cours où personne demande s'il y a un sujet de santé. À des cours où il y a des femmes enceintes qui sont sur le ventre par terre en train de faire des trucs. Il y a toutes sortes de choses. Ouais, donc oui. Toi, dans ta propre pratique, t'as toujours eu ce regard, comment dire, justement à te respecter, à prendre conscience de voilà tes propres limites peut-être et de progresser. Oui, je crois que j'ai eu cette chance, mais parce qu'à la base, je suis vraiment une bonne élève. Je suis vraiment bonne élève. C'était comme ça à l'école et je crois que c'est a été aussi comme ça au yoga. Et je suis hyper passionnée du truc, je suis très intéressée. Donc je suis vraiment ce type de personne qui connaît peut-être une posture par cœur, mais qui, s'il y a une démo, va s'arrêter. Ouais. Je suis pas du genre à être déjà sur le dos quand il y a quelqu'un qui est en train de montrer un truc. Moi je suis là et je regarde. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc je pense que c'est à la fois d'être bonne élève et d'être naturellement curieuse et aussi respectueuse. Il y a des gens qui, juste c'est un manque de respect en fait, qu'on n'écoute pas ce qui se passe autour, ou qu'on en fait qu'à sa tête, ou qu'on saute alors qu'il faut faire complètement autre chose. Enfin, c'est aussi ça. Donc je pense que ça m'a aussi permis d'être un petit peu plus consciente. Après, j'ai été énormément blessée. Pendant mon teacher training, j'ai été blessée pendant des mois, j'ai cru que j'allais jamais me réparer. Mais ça a aussi beaucoup influé ma façon d'enseigner maintenant. Des blessures, quel type de blessures? J'ai été blessée franchement d'à peu près partout. J'ai été blessée aux ischio-jambiers, donc l'arrière des cuisses. J'ai été blessée au niveau du bassin. Mon sacrum s'était désaxé. J'ai eu des problèmes au sacro-iliaque. J'ai eu des problèmes de dos. J'ai eu des problèmes d'épaule. J'ai eu des problèmes de poignets. Ok. Donc ça t'avait soigné le dos, mais ça t'a aussi créé pas mal de choses. La formation de yoga m'a détruite, m'a brisée. Ça, c'est paradoxal. Oui, paradoxal. Trop de pratiques, finalement des bases, je pense, qui n'avaient pas été correctement intégrées, puis trop pour mon corps, ouais, trop et sans doute trop enseigné par des personnes qui n'avaient pas mon corps et n'avaient pas conscience de ce qu'était peut-être un corps lambda ou voilà. Donc pas forcément toujours les bonnes indications. C'est difficile de pas projeter sa propre expérience quand on enseigne sur les autres. Ouais. Donc lorsqu'on est ancienne danseuse ou gymnaste ou quoi, mais c'est dur de comprendre que le corps des autres il fait pas ça. Ouais, tout à fait. Et j'ai aussi certains ligaments de mon corps qui sont trop laxes, et ce qui fait que je peux plus facilement me blesser. Je peux plus facilement me blesser les épaules ou le bas du dos, et ça j'ai mis du temps aussi à le comprendre, ou les genoux. Et il m'a fallu beaucoup de recherches personnelles et d'études personnelles d'anatomie pour le comprendre, et du coup pour aussi pouvoir maintenant le transmettre. Mais maintenant je vais bien. Ok, super. C'est déjà pas mal. C'est le principal. Je te propose de passer à une rubrique qui s'appelle la rubrique des questions tac au tac. Donc le principe est assez simple. Je vais te poser quelques questions et le but c'est que tu me répondes le plus instinctivement possible. Ça va bien avec Instinct Yoga, voilà, c'est Instinct Yoga, parfait. Le compte Insta. Donc voilà, tu vois, c'est très bien. Je dis pas instinctivement, je dis le plus rapidement possible, mais là tu vois. Subconscient. T'as vu. Pour toi, le meilleur moment pour pratiquer le yoga? Quand j'ai le temps. C'est la première réponse qui vient. C'est la première réponse. Non, c'est vrai. Si ça doit devenir une culpabilité, c'est pas le bon moment. Mais je trouve, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on aime quelque chose et que ça nous fait du bien, on trouve le temps. Ouais, exactement. C'est ça qui est pratique. Le lieu idéal où tu rêverais de pratiquer le yoga? Moi, j'aime être en studio. Pas au bord de ta falaise à faire ton handstand. Non, c'est bizarre, hein. Même pas à Bali. Ce qui est un peu décevant. Du coup, est-ce que je peux être une vraie prof de yoga? J'ai un doute. Je sais pas, du coup, ouais. Ah là, j'aime être en studio. J'aime être au calme et en fait, ça me va très bien comme ça. Mais la vérité, c'est que de toute façon, quand on est sur son tapis yoga,
Alors il y a des gens qui travaillent sans tapis, moi j'aime avoir un tapis. Quand on est sur son tapis, on peut pratiquer dans beaucoup d'endroits, mais j'aime ce sentiment d'avoir un espace qui est dédié à la pratique, et il peut être n'importe où après ce studio, mais du moment que c'est un studio, voilà, qui est propre. Ah, c'est bien quand c'est propre. C'est mieux. Mais c'est tout. Une personne qui t'inspire en particulier? Simon Park m'inspire. C'est un enseignant qui a transformé ma façon de pratiquer, de voir les choses. Enfin, en tout cas, qui m'a poussée sur le chemin de la transformation que j'avais déjà amorcé. Et ça a été très 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 intéressant de faire un training avec lui il y a 2 ans. Et j'ai également trouvé une grosse source d'inspiration avec Annie Carpenter, qui est une enseignante âgée, ce qui est assez rare, exceptionnelle, et qui a vraiment une grosse conscience de l'anatomie, du danger des mouvements répétés mal faits, voilà, plein de choses qui m'ont beaucoup plu. Donc c'est vraiment... j'aurais du mal à dissocier les deux, parce que les deux ont été très très importants dans ma pratique. Ok. Un livre qui t'a marqué? Yoga, une histoire monde. C'est un super livre que je recommande à tout le monde. Franchement, l'autrice a fait un travail extraordinaire de recherche et d'objectivité. Ça répond à ça amène plein de pistes de réflexion sur qu'est-ce que c'est le yoga, ça c'est yoga, ça c'est pas yoga. Qu'est-ce que c'est le yoga moderne, qu'est-ce que c'est le yoga ancien. On apprend à quel point le yoga qu'on croit pratiquer, il est pas du tout ancien. Et ça remet beaucoup de choses en question. Et je pense que si tout le monde le lisait et acceptait cette réalité, on aurait beaucoup moins de débats stériles sur qu'est-ce que c'est le vrai yoga. Ouais, d'accord. Si je suis totalement débutante, le yoga, tu me le conseillerais pourquoi? Pour faire quoi? Pourquoi tu me conseillerais de faire du yoga plutôt? Pour revenir à soi. Pour revenir à soi, s'écouter et voir ce dont on a vraiment besoin. Tu me conseillerais, l'essentiel. Tu me conseillerais de m'y mettre comment? Je conseillerais d'aller en studio, dans un cours qui est fait pour les bases du yoga ou yoga débutant, et de commencer avec le yoga débutant. Et de pas croire qu'il faut prendre yoga super speed extra core work en pensant que c'est ça qui va nous transformer notre vie, parce que juste on se fera du mal ou on comprendra rien. Moi je pense qu'il faut commencer par la base, et ça fait justement partie de cette humilité du yoga aussi. Et si je galère au début et que j'ai du mal à accrocher, tu me conseilles? C'est cool. Je dirais bravo, c'est génial. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Sinon, ce serait pas normal. Il faut toujours plusieurs cours. Ce que j'ai toujours, il faut un minimum de 3 à 5 cours pour commencer à se faire une idée de est-ce qu'on accroche au yoga ou pas. Ok. Et alors là, pour le coup, c'est même moi à titre personnel. Tu le disais, hein, t'as fait ta formation. Il y avait très peu de formations. Tu sors, il y en a 15 000. C'est difficile aujourd'hui de savoir, lorsqu'on ne s'y connaît pas, en fonction justement de tous ces différents types de yoga, en fonction des différents profs qui existent, et voilà, des différents types de pratiques, les différents studios qui peuvent exister. On peut faire du yoga maintenant partout, autant dans les salles de sport où pour le coup, moi, juste voilà, en travaillant dans une salle de sport, maintenant on a des cours justement de yoga qui ont intégré. C'est vrai que c'est pas évident de savoir où aller. Quel est ton conseil là-dessus? Il faut aller là où ce sera pratique. Ok. En fait, c'est tout bête, mais il faut d'abord commencer là où ce sera pratique. Parce que si on fait 15 000 recherches, et qu'en fait, après un gros benchmark qui a duré 1 semaine, on se rend compte que le meilleur yoga, il est, je sais pas, à Plessis-Robinson, je sais pas si il y a du yoga à Plessis-Robinson, mais à un endroit où en fait on n'ira jamais parce qu'on habite, je sais pas, au fin fond du 19e, ça vaut pas le coup. Ok. Donc c'est bien de chercher au maximum, mais à un moment donné, il faut juste regarder qu'est-ce qui est à proximité et y aller. Si jamais c'est nul, on va ailleurs. Mais au moins, on a testé cette option-là qui est à proximité. Et c'est comme tout, hein, la motivation dans le sport, et toi, tu dois aussi en avoir bien conscience, c'est d'abord, il faut créer une habitude. Tout à fait. Si l'habitude n'est pas là et qu'on n'a pas pris le temps de la créer, oui, après on est toujours dans l'effort. Une fois que l'habitude est là, ça va. Mais il faut la créer. Donc, praticité. Ok, ça marche. Pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver justement si on a envie de faire du yoga avec toi? Si on a envie de faire du yoga avec moi, on peut passer par Olibi, qui est la plateforme avec laquelle je travaille le plus, OLYBE, qui propose un planning de 150 à 200 cours. Donc c'est avec eux que j'ai le maximum de cours et différents styles. Donc c'est ce qui est le plus facile. C'est où du coup? Alors eux, ils ont pas de salle, de lieu fixe, ils ont plusieurs lieux. Donc avec eux, j'enseigne dans le 15e, 14e, 9e, 10e.
Et après, moi de mon côté, on me retrouve chez Yoga Searcher dans le 3e, mais uniquement, c'est moi qui gère les réservations, donc pas en passant par Yoga Searcher, mais c'est là que je suis. Et on me retrouve aussi en atelier. Et le plus simple, c'est toujours d'aller voir mon site web ou mon Instagram, qui est ce que je réussis à faire vivre le plus et qui est le plus réactif. Comme ça, quand je fais des remplacements dans des studios, dans d'autres endroits, on a tout de suite le planning. Et il faut savoir que je ne réponds pas aux messages privés par Instagram. J'en profite pour le rappeler. Inutile de m'envoyer des messages privés, tout se passe par mail. Et l'avantage avec les comptes professionnels Instagram, c'est que sur le profil, on a directement accès à l'adresse mail et c'est le meilleur moyen de me contacter. Ok, et pour finir, quels sont tes projets à court, moyen, long terme? À court terme, je vais aller donner un cours de yoga tout à l'heure. À moyen terme, je vais reprendre des formations. D'accord. Ça, c'est sûr. En yoga, toujours? En yoga. J'ai d'autres formations et à plus long terme, des formations peut-être sur la partie coaching professionnel pour légitimer ce que moi je faisais dans des activités précédentes et peut-être proposer du coaching professionnel ou du coaching de vie à voir. Okay. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis, sur de l'accompagnement personnel et c'est potentiellement la 3e brique de mon activité pour la suite. Ok, écoute, super, merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci Rosanne, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, écoute, si, j'ai oublié une question. Oui. Est-ce que t'écoutes de la musique quand tu fais du sport? Ah, quand j'en fais moi, parfois oui, parfois non, souvent non, mais dans mes cours, il y a de la musique. Et quand tu mets de la musique, oui. Est-ce que t'as une chanson que tu aimes en particulier ou Non, j'aime qu'il y ait une musique qui porte la pratique sans prendre le pas sur l'observation du souffle. Tu pourras m'en envoyer une pour que je puisse la mettre dans on a une petite playlist du podcast. Oui. Donc c'est vrai que c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui fait du yoga, donc c'est vrai qu'on écoute moins de la musique que quand on va courir ou quand on va faire c'est vrai, mais avec un autre plaisir. Sport. Mais avec grand plaisir, je t'enverrai ça. Ça marche. Écoute, merci beaucoup. Merci et puis beaucoup. à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci encore à Sephora pour son témoignage. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Rendez-vous sur Instagram @50nuances de sport pour vous tenir informé du prochain épisode qui paraîtra maintenant en janvier 2020. Je vous souhaite donc de très bonnes fêtes de fin d'année, de très bonnes vacances et je vous dis à très vite. Bye bye!